Bonjour à tous et bienvenue dans le tout nouveau mag des adhérents d'AJPI. AJPI, association de 600 000 assurés qui propose des solutions d'épargne et de protection professionnelle et personnelle. Souvenez-vous, l'été dernier, vous avez été très nombreux à participer à notre consultation sur ce que pourrait vous proposer l'association AJPI. Et parmi vos envies, eh bien, vous avez exprimé la volonté de bénéficier d'un rendez-vous de partage, d'expérience et de préoccupation des adhérents. Eh bien, c'est ce que nous allons vous proposer dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler développement durable et finances responsables avec un adhérent engagé sur ce sujet, un expert pour répondre à vos questions et puis notre coup de cœur, une start-up qui nous a particulièrement séduit. Et tout de suite, voici le portrait en images de Christophe Ridel, adhérent AJPI qui a su concilier son métier et ses valeurs. Après des études d'ingénieur en génie des procédés agroalimentaires, Christophe Ridel travaille d'abord pour de gros industriels du secteur avant d'entamer un MBA qui l'amène à s'intéresser à l'utilisation de la lumière pulsée pour la stérilisation dans l'agroalimentaire. Entré en 2007 chez Claranor, il constitue une équipe pluridisciplinaire de personnes qualifiées en ingénierie, microbiologie, automatisation, optique. Dirigeant de Claranor depuis 2010, Christophe Ridel se réjouit de voir que la contribution de l'entreprise au développement durable suscite l'engagement fort des salariés, en particulier des générations montantes. Bonjour Christophe Ridel, merci de nous accueillir chez vous à Avignon. Alors vous êtes entrepreneur et vous avez un sujet qui vous tient à cœur et dont nous allons en parler tout au long de ce magazine, c'est le développement durable. Pourquoi ce sujet vous tient-il particulièrement à cœur ? Bonjour Karine, je pense que c'est lié à mon enfance et à des personnes autour de moi qui ont eu aussi ce sujet très à cœur de façon un peu pionnière. Et dans votre parcours professionnel, dans vos études, il y a eu des moments où ça vous a rattrapé ? Quand j'ai commencé à travailler sur la lumière pulsée, c'était au début des années 2000 et donc une technologie propre, sèche, peu énergétique. Et donc c'est ce qui nous a menés ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la lumière pulsée? À quoi ça sert et comment est-ce qu'elle entre en jeu dans l'industrie, notamment agroalimentaire? La lumière pulsée sont des flashs de lumière intense qui contiennent des ultraviolets et ces flashs permettent de stériliser les micro-organismes sur des surfaces. Ça les tue instantanément, le flash il dure 0,3 millisecondes et notre solution permet de remplacer les désinfectants chimiques par de la lumière pulsée. Donc c'est aussi ce qu'on appelle l'économie bleue et ça rentre pleinement dans les technologies du futur pour assurer la conservation des aliments pour la vie moderne. Alors comment on passe d'une innovation vertueuse à une machine industrielle pour des PME et des groupes plus importants? On a écouté les clients pour voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient les applications sur lesquelles il pouvait y avoir un marché permettant d'industrialiser, donc de faire de nombreuses machines et de nombreuses ventes, donc d'avoir une entreprise viable. Et on vient de lancer avec l'Occitane en Provence, donc une très très belle marque française cosmétique, une petite machine qui va dans les magasins de l'Occitane pour stériliser des flacons de retour en fait. Les consommatrices reviennent avec leurs flacons, c'est du zéro déchet. Et notre machine stérilise le flacon avant remplissage. Donc avec tout ce potentiel de croissance, vous êtes un peu à l'étroit là dans ces locaux? Oui, on est très à l'étroit. Donc on est en train de faire construire un bâtiment, on va doubler la surface. Eh bien allons-y, vous allez nous faire une visite du chantier. C'est parti. Nous voici dans ce très très beau bâtiment impressionnant que vous avez voulu tout en bois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors c'est un bâtiment qui est effectivement entièrement en bois, donc un maximum de matériaux biosourcés. Le parking se trouve au sous-sol, donc ça permet de limiter aussi l'imperméabilisation des sols. Ça va nous permettre d'avoir des espaces verts et donc de l'agrément dans l'usage du bâtiment. C'est un bâtiment qui va avoir un label bâtiment durable méditerranéen. Donc ça, c'est la preuve visible de votre engagement RSE, mais il y a aussi tout le reste de la dimension sociétale qui est importante. Oui, la dimension sociétale et sociale, donc dans l'entreprise, c'est la santé des collaborateurs, c'est le salaire à l'embauche, c'est le bien-être dans l'entreprise, l'entretien individuel semestriel, la façon de prendre des décisions, d'expliquer, la transparence de l'information, c'est des aspects importants. On essaie d'être ancré, d'être pas hors sol en fait, par rapport à notre activité.
Un virage contraint ou un virage choisi, en tout cas un virage à prendre. Le sujet de la finance responsable est au cœur des préoccupations d'AJP et de ses adhérents. Et d'ailleurs, lors de la grande enquête AJP de l'été 2020 sur le ressenti Covid, 1000 adhérents ont participé à 7 groupes de travail et celui sur la finance durable et l'investissement socialement responsable a été particulièrement mobilisateur. Ce qu'on peut en retenir, c'est que 77% des participants pensent qu'il est important que leur épargne et leur retraite soient gérées dans des supports financiers privilégiant l'investissement responsable. Et pour prouver cet engagement, l'investissement dans les entreprises du territoire semble la meilleure option pour 57% des répondants. Place maintenant aux questions que vous avez envoyées. Écoutons Pauline Becquet, directrice générale de Finance for Tomorrow, et Bruno Guillier de Chalbon, délégué général d'AJP. En tant qu'épargnant AJP, je voudrais connaître le lien entre mon épargne et la RSE. Bonjour David et merci pour cette question. Alors comme vous le savez, AJP est une association engagée depuis plus de 45 ans sur ces questions. Alors nos modes de vie et nos actions changent pour devenir plus écologiques et plus responsables et nous avons la conviction que l'épargne doit tout autant y contribuer aujourd'hui. Alors nous avons été pionniers sur la question des investissements dans des entreprises responsables en lançant une unité de compte dédiée à AJP Monde Durable il y a plus de 10 ans, ou en lançant la première unité de compte carbone compensée, ou la première gestion pilotée ESG du marché. Aujourd'hui, 40% de nos encours en unité de compte sont gérés sous contrainte responsable. Mais notre ambition, c'est d'aller encore plus loin et de faire en sorte que 90% de nos encours en unité de compte soient gérés sous contrainte ISR, ESG ou Greenfin d'ici 24 mois. Alors c'est une ambition forte, mais nous sommes convaincus que c'est avec ce type d'action qu'on fera en sorte que l'épargne contribue vraiment à un monde plus durable. Et vous pouvez toujours vous rapprocher de votre agent général pour avoir plus de détails sur les actions d'AJP. Bonjour, je m'appelle Annick. La question que je me pose, c'est selon quels critères évalue-t-on qu'un placement est socialement responsable ? Via le label ISR, on a vraiment la certitude, parce qu'un tiers indépendant vient vérifier que le gestionnaire du fonds applique bien ses méthodes, que les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance sont pris en compte dans le cadre de vos placements. Bonjour, voilà mes questions. Alors, les impératifs des investissements financiers sont la plupart du temps à court ou moyen terme. Alors, quand on sait que les enjeux écologiques se comptent en décennies, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux agendas qui, a priori, semblent non compatibles ? Bonjour Guillaume, merci pour cette question qui n'est pas facile. Je pense qu'il y a des produits financiers qui se prêtent vraiment à l'investissement de long terme et donc qui sont parfaitement compatibles justement avec les objectifs de long terme du développement durable. C'est par exemple le cas de l'assurance vie. Comme on investit et qu'on place son épargne à long terme, justement c'est particulièrement propice pour placer son argent dans des entreprises dans lesquelles on a une vision à long terme et dont on sait que progressivement, elles vont transformer leurs pratiques et être bénéfiques en matière environnementale et sociale. Est-ce que sur ce sujet RSE, vous avez le sentiment que les actionnaires, vos clients, sont de plus en plus sensibilisés ? Je pense qu'il y a une sensibilisation générale qui vient par la société. Les PME, pour elles, ça reste encore, je pense pour une société comme nous, ça reste différenciant. Pour des grands groupes, ça devient vraiment de la contrainte, à la fois par la pression réglementaire et puis par rapport à des ONG qui vont petit à petit rentrer dans des actions en justice pour que l'État tienne ses engagements ainsi que les grandes entreprises. Et c'est pour cette raison qu'AJP s'engage de plus en plus vers la finance responsable. Mais qu'est-ce que cela recouvre précisément ? Eh bien, c'est ce que nous sommes allés demander à Pauline Becquet. On passe maintenant à notre séquence Focus. Quelles sont les missions de Finance for Tomorrow ? Finance for Tomorrow est la branche de Paris Europlace qui a été créée en juin 2017, justement pour promouvoir la finance durable et faire de la place de Paris un centre financier de référence sur ces enjeux. Donc elle rassemble aujourd'hui plus de 80 membres, donc des acteurs financiers et des entreprises, qui sont tous mobilisés et qui ont signé une charte d'engagement commune pour réallouer leurs actifs vers une économie bas carbone et inclusive, en accord avec les objectifs de l'accord de Paris et les objectifs du développement durable. ISR, finance verte, ESG, c'est quoi plus précisément la finance durable ?
La finance durable, tout simplement, c'est concilier la recherche de performance environnementale et sociale avec la recherche de performance économique. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. C'est une méthode de gestion qui va chercher justement à prendre en compte ces critères environnementaux et sociaux dans la gestion financière. On parle aussi de RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Là, c'est vraiment l'entreprise, la démarche mise en œuvre par l'entreprise qui va prendre en compte ces facteurs environnementaux et sociaux dans sa gestion quotidienne. Enfin, on peut aussi parler de finance verte. Là, c'est une finance qui est plutôt dédiée aux investissements climat, aux investissements qui sont bénéfiques pour la planète pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand on parle de finance durable, on parle plus largement, non pas seulement de l'enjeu climatique, mais de tous les enjeux environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donner du sens à son épargne en choisissant des produits de finance durable, est-ce un phénomène récent selon vous ? Comme les consommateurs souhaitent consommer de manière plus responsable et font attention à leur choix de consommation, cette tendance arrive sur l'épargne avec les épargnants qui veulent eux aussi donner du sens à leur épargne. Pour les entreprises financières, quel a été le déclic pour s'engager dans des actions concrètes ? Le vrai déclic, ça a été la COP21. Au moment de la signature de l'accord de Paris, les acteurs financiers ont vraiment été embarqués comme toutes les autres entreprises. Le secteur privé a été embarqué dans cet objectif international de limitation du réchauffement planétaire. Et comment évaluer la réalité des différents engagements des fonds ? Vous pouvez vous appuyer sur les labels, il en existe plusieurs en France, qui vous permettent d'attester de la crédibilité de la démarche mise en œuvre par les acteurs financiers. Vous avez par exemple le label ISR pour investissement socialement responsable, qui démontre que le gérant a mis en place une méthodologie pour prendre en compte les critères ESG des entreprises dans lesquelles il investit. Vous avez aussi le label Greenfin, qui lui a plutôt un axe finance verte, donc finance climat, qui va investir dans des actifs en faveur de l'environnement, avec une exclusion du secteur des énergies fossiles et du nucléaire. Enfin, vous avez aussi la finance solidaire, qui peut être labellisée ou non, par exemple par le label Finansol, qui eux vont investir une partie de votre épargne dans des entreprises agréées ESUS qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire et qui ont vraiment une utilité sociale. Christophe, un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre ? Bien, c'est une orientation vraiment vertueuse. Je pense que le consommateur ou l'épargnant a souvent eu comme réflexe de placer son argent à l'endroit où ça rapportait le plus. De même que les entreprises ont géré leur activité en ayant uniquement le focus sur la rentabilité et les chiffres. Et on voit l'évolution de la société, du climat, l'environnement requiert que chacun exerce sa responsabilité. Donc le chef d'entreprise, quand il doit dépenser quelques millions pour construire un bâtiment, il fait quelque chose à la hauteur des enjeux de son temps. Et puis, je pense, un épargnant, quand il met son argent pour sa retraite, quand il investit, je pense qu'aujourd'hui, il doit être responsable, il doit être exigeant. Et je pense que c'est intéressant qu'un organisme comme AJP, qui draine de très grosses sommes d'argent, s'inscrive dans cette démarche et mette aussi à disposition des outils qui permettent d'orienter, pas uniquement vers la rentabilité, mais il en faut la rentabilité, mais également vers une meilleure société et puis un meilleur environnement. Il y avait un bel équilibre de cet ensemble. À faire. À faire. Merci Christophe. En dehors des fonds proposés par les banques et assurances, en dehors des investissements privés, des business angels, des initiatives de crowdfunding de la société civile peuvent se révéler vraiment intéressantes. C'est notre séquence coup de cœur. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Bonjour Mehdi Colli, ravi de vous rencontrer. Vous êtes l'un des 6 fondateurs de cette très belle aventure participative Time for the Planet qui a démarré il y a 1 an et demi maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé depuis la création ? On a commencé en fait avec Time for the Planet dans l'idée de pouvoir agir à l'échelle mondiale contre le changement climatique. Donc la première chose qu'on a faite, c'est juste créer une page dans laquelle on a annoncé que on souhaitait créer un mouvement qui allait financer des entreprises permettant de lutter contre les gaz à effet de serre et on souhaitait voir en fait si il y avait du monde qui souhaitait rejoindre cette aventure-là. Là actuellement il y a 24 000 actionnaires, dont 1300 entreprises. Et donc le plus petit actionnaire, c'est 1 euro, on en a des centaines. Et l'autre point, c'est que dans le développement de nos entreprises, le fait d'être nombreux change la donne dans notre capacité d'analyse des entreprises et dans notre capacité à leur trouver des clients rapidement et des marchés. Et les ingrédients de Time for the Planet, il y en a 3. Donc le premier,
c'est l'open source, c'est-à-dire que quand on investit dans une innovation, on crée une entreprise avec une licence qui permet à n'importe qui partout dans le monde de demander à copier, améliorer, commercialiser cette innovation. Après, la deuxième chose, c'est qu'il faut de l'argent, donc on investit financièrement. C'est pour ça qu'on lève de l'argent, c'est pour pouvoir investir dans les entreprises qu'on crée. Puis la troisième chose, c'est que les équipes qui amènent des innovations qui peuvent changer la donne sur les émissions de CO2, très souvent, c'est des équipes techniques scientifiques qui ne sont pas des entrepreneurs. Et donc, on fait rentrer avec les équipes techniques des entrepreneuses, des entrepreneurs d'exception qui ont déjà par le passé montré des capacités à générer du business en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'entreprises que vous financez pour lutter contre le réchauffement climatique? Donc, une des premières qu'on a créées, c'est Carbon Impact. Donc, Carbon Impact, en fait, utilise un processus naturel de captation du carbone par l'olivine. Donc, l'olivine, c'est une roche volcanique. Et la captation, c'est un de nos piliers, c'est pas le seul. Puisqu'en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut faire en même temps. Il faut produire sans énergie, stocker l'énergie propre. Il faut aussi décarboner l'industrie, le transport, etc. Et il faut capter, absolument. Puisqu'en fait, on a déjà émis une quantité bien trop importante de CO2 dans les années passées, et on continue à le faire, et c'est pas demain qu'on va arrêter de le faire. Sans captation, la catastrophe climatique va être vraiment très grave, donc il faudra aussi en faire. Mehdi, pour conclure, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette aventure pour l'instant? C'est la première fois que tout va plus vite que ce que je m'étais fait comme projection au départ. Et c'est vrai que même le côté communautaire qu'on a désormais, on l'avait pas prévu. Donc on a imaginé un système qui permet de structurer, de faire en sorte qu'en fait on n'ait pas besoin de dire aux gens quoi faire, mais qu'ils décident d'eux-mêmes quoi faire. Christophe, que pensez-vous de cette belle initiative? Dans le débat de société qui se fait et l'évolution qu'on a après des années de modèles économiques orientés sur la rentabilité par les entreprises, le monde associatif, la société se lève, se bouge pour promouvoir, trouver du sens, promouvoir des valeurs qui sont un peu différentes. Et dès lors qu'on est en dehors de l'entreprise, on n'a plus un modèle hiérarchique qui fonctionne, on est sur un modèle démocratique où l'environnement appartient à chacun, à tout le monde, de façon équitable. Et donc c'est un peu le principe de un homme, une voix. Et quand l'entreprise, tout d'un coup, doit s'occuper de questions environnementales ou sociétales, finalement, on a ces deux systèmes qui doivent s'imbriquer. Et quelle solution va-t-on trouver? Donc ça se retrouve dans la gouvernance même des PME. Et moi, je suis particulièrement intéressé à avancer dans ce débat d'idées, dans cette recherche. Merci Christophe, merci également à toutes les équipes de Claranor pour leur hospitalité. C'était vraiment un très beau moment passé ensemble. Le magazine sera disponible en rediffusion, bien sûr sur les réseaux sociaux, également sur le site AGIPI. AGIPI, c'est aussi une association qui s'engage sur la question des violences conjugales et on vous en reparlera bientôt à l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur les solutions innovantes pour lutter contre ce fléau. Vous retrouvez également toutes les autres actualités de l'association sur le fil AGIPI. Encore une fois, un grand merci Christophe et je vous souhaite un très bel été à tous et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau numéro du MAG des adhérents d'AGIPI.